Je continue. Aux généraux qui dirigent le Mali, vous avez soulevé le problème du terrorisme en Afrique. Vous vous êtes mélangé les pinceaux, parce que c'est un terrorisme alimenté par l'État algérien avec l'appui des Ukrainiens. Est-ce que c'est un terrorisme typiquement religieux, islamiste? Vous êtes mélangé les pinceaux. Moi, d'abord, je dirais à mes frères et sœurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, de tous les pays africains, de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité, mais d'exiger avec intelligence la démocratie. Avant d'aller sur des détails, je tiens à remercier mon compatriote Saïd Jafar, qui m'a recommandé, et ces recommandations sont un trésor pour moi, d'avoir des punchlines. Vous parlez d'un côté, il y a une junte au Mali, d'un autre côté, il y a une junte en Algérie. Quand deux juntes militaires s'affrontent, ça produit une calamité. D'accord? Je le répète à mes frères du Mali, demeurez pacifiques. Aux généraux du Mali, évitez de parler, de faire du mal à la nation algérienne. C'est grâce à la nation algérienne, à des générations précédentes, que vous avez eu votre indépendance. Vous avez commencé autant que les juntes militaires en Algérie, vous avez commencé par assassiner Modibo Keïta. Au général Premier ministre et au général président, vous avez mis le Mali, vous occupez un pouvoir instable. Je parle d'instabilité au sens mathématique du terme. Instable. Si le général, si le colonel devenu général, ensuite président du Mali, a choisi un général pour devenir Premier ministre par tribalisme, ici sont de la même tribu, l'équilibre est instable. S'il l'a choisi parce qu'il est d'une autre tribu et en contrôlant les deux tribus, ils contrôleront le Mali, l'équilibre est toujours instable. C'est-à-dire, vous êtes très vulnérable à vos manigances internes et vous êtes très vulnérable aux actions d'Emmanuel Macron. En tant qu'Algérien, j'ai supplié les militaires algériens stationnés le long des frontières avec le Mali et le Niger, et même la Libye, de ne pas tirer une balle contre les frères. Oui, nous avons l'état-major. J'ai supplié mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, mais j'ai demandé j'ai suggéré à des généraux algériens patriotes qui ont un minimum du 1er novembre 1954 dans la tête, dans le cœur et dans le sang, d'avoir un minimum, de se soulever contre ces généraux algériens qui ont ruiné la patrie, qui ont massacré la patrie. D'accord? Donc, il vous est impossible de me reprocher un parti pris. Ça. J'ai fait
Je suis le premier à avoir attaqué l'accord d'Alger de 2005 signé en 2015. C'est moi qui l'ai démoli. C'est moi qui ai démoli la présence des forces françaises au Mali et au Burkina. Takuba, Barkhane et Sabra. Ok? Mais malheureusement, maintenant, en plus d'avoir été vidé, vous avez demandé le départ de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Là, vous vous êtes mis dans de très sales draps en termes de droit international humanitaire. Au vu du chapitre 6 et 7 et 8 de la Charte des Nations Unies, vous êtes dans de très sales draps. Okay? J'ai donné le détail de la MINUSMA. Okay? J'ai parlé de l'incompétence de ses effectifs. D'accord? Maintenant, vous avez trouvé un motif du drone qui montre, cette affaire du drone montre votre ignorance, votre absence d'un minimum de coopération. Vous ne vous entendez pas, tant pis pour vous. Tenons, mais il doit y avoir un minimum. Les USA et la Russie sont dans une guerre totale, mais les deux pays continuent à négocier. Il y a une guerre en Ukraine et il y a des conflits non armés entre le bloc ouest et le bloc est, contrôlé par la Russie. Mais ils continuent à négocier sur les terres rares, sur l'exploitation du pétrole russe, sur l'île russe de Sakhaline par les Américains. Continuez à négocier. Ok? Mais vous, dans votre ignorance, absence de sens politique, etc., vous étalez une minable affaire de drone entre l'Algérie et le Mali. Minable affaire de drone. Alors qu'un drone, je suggérerais à l'État algérien de vous payer 60 millions de dollars. 50 millions de dollars pour le coût du drone et une dizaine de millions de dollars pour la corruption, pour les besoins de votre corruption. Vous avez besoin d'être corrompu. Ah, vous allez me dire que l'État malien est intègre? Dans ce cas-là, pourquoi avez-vous mis le précédent Premier ministre en prison? Jogal Meiga, d'accord? Non, ça. On va dire comme ça, à 10 000 dollars par mois, l'État algérien et l'État malien auraient pu louer les services d'un satellite. À 12 000 dollars par mois. 12 000 dollars, pas 120 000 dollars ou 1 million de dollars. À 12 000 dollars par mois. L'État algérien et l'État malien auraient pu louer des satellites pour surveiller toute la frontière. Tant pis pour les ententes politiques et économiques, vous êtes très loin. Mais au moins, pour éviter le bombardement, le massacre de populations civiles par des voyous armés, et essentiellement armés par la France. Vous avez le gars le maire de l'Azawad qui trimballe sur les plateaux de télévision française. Pour 120 000 dollars par année, vous contrôlerez la frontière. 120 000 dollars par année, 10 ans, ça va faire 1,2 million de dollars. 10 ans.
Pour 5 ans, ça va faire 6 millions de dollars. C'est le dixième, presque le dixième du prix d'un drone que vous achetez auprès de la Turquie. Ok? Au Premier ministre du Burkina et à tous les autres là, hein, je vous ajoute, vous avez parlé de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. J'introduis quelques éléments sur l'Organisation des Nations Unies. En tant qu'élève, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous donne quelques détails. En tant qu'élève, je devais faire... Il y a un petit détail avec un Canadien que je mets de côté. Mon professeur était un franco-américain à l'Université de Montréal. C'est ce qu'on appelle des travaux de session. Une liste de tableaux, une liste de sujets à traiter sur le tableau. Des étudiants choisissent librement le sujet qui les intéresse et ont horreur de lever la main. Et à la timidité, bon ben, je suis resté en dernier. Restait un seul sujet. Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Pas. Il n'y a pas de sujet. Et j'étais obligé de lever ma main. Ah, j'ai pas de sujet. Il y avait un autre Canadien avec, dans le cours. Il a levé sa main. Donc, vous deux, vous allez traiter ce sujet. Ben, monsieur, il est... du moins, c'est le Canadien qui avait dit qu'il était... c'est un sujet très complexe. Bref. Alors qu'avant, on a eu 2 cours présentés par des fonctionnaires de l'ONU sur la paix et sécurité, sur le fonctionnement de l'ONU, sur ce qui se passait au Congo, la MONUC, etc. Sur la justice transitionnelle. C'est très important parce que c'est la justice transitionnelle. Je vais en parler avec le cas Algérie-Maroc, là. Hein. Donc, le sujet est très complexe. Personnellement, motus et bouche cousue. Donc, oh, tant pis, c'est un sujet, je le traite. On devait le traiter sur 12 pages maximum, références bibliographiques incluses, 12 pages maximum, et on avait 10 minutes d'exposé. Le jour de l'exposé arrivé, réforme de Conseil de sécurité de l'ONU, ce sera la dernière intervention. C'était un cours qui se terminait à 10 h du soir à l'Université de Montréal. Je dis bien, c'est un cours qui se terminait à 10 h du soir. 22 h. Okay? Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en dernier. Et il y aura une question sur le sujet au partiel. Étant donné que c'était un sujet extrêmement complexe, étant donné que personne ne l'avait choisi, étant donné que nous n'avions pas réagi, nous avons accepté, le professeur a été très gentil. Je vous donne son nom, Yvon Connoir. Vous deux, Conseil de sécurité de l'ONU, sujet extrêmement complexe, puisque vous avez accepté de le prendre, vous avez 2 points de bonus. Oh, c'est 2 points de bonus, c'est toujours bon à prendre, 2 points de bonus. Entre parenthèses, grâce à ce sujet, j'ai pu travailler sur d'autres sujets dans d'autres circonstances qui m'ont permis de gagner un peu d'argent. Okay. Exposé 10 minutes. Hop. On commence à exposer la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien. 10, 12 minutes, c'est bon. Je m'attendais à ce qu'il nous arrête. Non, il ne nous a pas arrêté. Nous avons fait un exposé d'environ 30 minutes, 27 à 28 minutes. Les seuls étudiants à avoir exposé pendant 27 minutes. En matière,
j'ai exposé la partie réforme, il y a la partie introduction, fonctionnement et tout ça, tout ce truc-là. C'est le camarade canadien qui l'a fait, la réforme elle-même, donc suggestion, ceci, cela, etc. Là, non, hein. J'avais présenté une matrice, au sens matrice, une fonction de répartition des futurs sièges du Conseil de sécurité de l'ONU, une matrice, fonction, elle dépend de ceci et de cela, de cela, de cela, de cela, de cela, paf. Maintenant, c'est un fauchage par les étudiants. Non, on n'est pas en mathématiques là, etc., etc. Bon, bref, d'accord. Le professeur m'a ordonné d'arrêter la matrice et de continuer avec les éléments, avec les variables. J'ai continué. Ils m'ont lessivé. Ils m'ont vidé. J'étais à bout. À la fin, j'avais dit, la réforme du Conseil de sécurité nécessite des leaders comme Nelson Mandela et Hussein Ahmed pour défendre l'Afrique. D'accord? Enfin, j'étais lessivé. À la fin, pour arrêter le massacre. J'étais massacré. J'ai dit, la réforme du Conseil de sécurité nécessite des leaders révolutionnaires comme Hussein Ahmed et Nelson Mandela. Ouf, terminé. Bonsoir à tout le monde. Devant tout le monde. Le professeur Yvon Connoir dit les 2 points de bonus sont partis à cause de Hussein Ahmed et de Nelson Mandela. C'est un argument non normatif, non théorique et non démontrable. Les 2 points de bonus ont sauté. On serait noté comme tout le monde. Un petit dégoût. Bon, il était 10 h du soir, là, il fallait partir. Non. Ah, c'est un sens de l'équité du professeur. En sortant, il me dit, shérif, attendez. Il me dit, les 2 points vont rester. Hein. Les 2 points de bonus vont rester à titre personnel. Je suis d'accord avec toi pour Hussein Ahmed et Nelson Mandela parce qu'ils connaissaient les 2 révolutionnaires. À titre personnel, je suis d'accord avec toi. Mais dans un cadre universitaire, c'est un argument nul. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Afrique, je dois brosser un tableau d'ensemble. Après avoir cité Akli Ouran, là je vais passer à des détails. Savez-vous, vous avez entendu parler du prix de la paix accordé à une Vénézuélienne, alors que la flottille Somoud aurait pu le recevoir. Les enfants palestiniens, en tant qu'ensemble moral, auraient pu l'avoir, le prix Nobel de la paix. Je parle bien des enfants. Enfants, c'est 7 ans et moins. 7 ans, 8 ans et moins. Auraient pu l'avoir. D'accord? Vous avez entendu parler. Emmanuel Macron a, dans un jeu dont il a le secret, hein, un jeu machiavélique, fait par un mégalomane et intelligent. Il a conduit certains États, il a forcé certains États à reconnaître la Palestine, en particulier le Canada, là, avec des conditions. Ensuite, il y a eu le prix Nobel d'économie. Je vous ai montré 2 livres d'économie au départ. Il a été accordé à 3. En néerlandais, Joël Mokyr, qui a lui tout seul a obtenu la moitié du prix Nobel, c'est-à-dire à peu près
500 000 dollars sur le million de dollars. Et l'autre moitié a été partagée entre le Français Philippe Aillon et Peter Howitt, le Canadien. Donc, Moncure a eu 500 000 dollars, Aillon et Howitt ont eu 250 000 dollars environ. Ça veut dire qu'en termes, déjà, que la consécration par un Nobel d'économie est problématique d'un point de vue équité et justice. C'est-à-dire, comment ont-ils pu séparer et dire que le Néerlandais aura 500 000 dollars, les autres 250 000 dollars, indépendamment de la médaille d'or qu'ils vont recevoir là, etc. Il y a un problème là. C'est-à-dire, même le comité du Nobel d'économie a un problème sur la reconnaissance. Maintenant, on préfère reconnaître 3 au lieu de 2, au lieu d'1. Bon, quelles sont les autres considérations? Je les ignore. Les meilleures lectures sur le prix Nobel lui-même est à trouver chez d'autres Nobel en économie. Parmi lesquels je cite George Akerlof, Paul Krugman, Joseph Stiglitz et surtout Friedrich Hayek, qui a tiré un Nobel d'économie qui a tiré à boulet rouge sur l'économie. C'est un passionné d'économie qui vous parle. Je suis un ricardiste, je le répète. J'aime lire le Nobel d'économie Amartya Sen pour le détester plus. Ok? Pour que je m'énerve avec le sourire, il suffit que je lise qu'un économiste est un pro Adam Smith et je souris même si je dois continuer à lire. Bref. Ça, c'est pour l'économie. Pourquoi Philippe Aillon, Emmanuel Macron, il est venu dans les bagages d'Emmanuel Macron en 2017 en Algérie. Les économistes français et les présidents de la France aiment l'Algérie pour la massacrer. Que dire des pays d'Afrique, les autres pays africains? Actuellement, le cas du Sénégal est pas long. Une dette d'environ, qui devrait passer à 40 milliards de dollars, et dont ils ignorent la cause, et dont ils ignorent la source. Et bien sûr, le gagnant, c'est l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son président, Bassirou Diomaye Faye, ont oublié ça. Hein. Emmanuel Macron leur a dit, restez tranquille, taisez-vous sur le franc CFA. Ça, c'est un élément. L'autre dette, c'est la dette marocaine. À la minute où je vous parle, elle doit dépasser les 71 milliards de dollars. S'inscrivant avec les décisions, s'inscrivant dans le cadre de la décision des États-Unis d'Amérique de forcer ce plan d'autonomie du Sahara occidental sur lequel je reviendrai, un cadeau du royaume marocain pour les deux négociateurs en chef, Jared Kushner et Steve Witkoff. Une petite villa, comment ils appellent déjà les villas marocaines là, deux petites villas au Maroc qu'ils exploiteront après, une fois parti en retraite, ou bien une fois le président des États-Unis d'Amérique, et ça va régler le problème du Sahara occidental. Okay? Ça, c'est le problème du Sahara occidental. Ça, c'est la dette, hein, je parle, la dette de 70 milliards de dollars du Maroc et la dette de 40 milliards de dollars, un peu plus, du Sénégal. Okay? Donc, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et j'ai proposé ce que j'ai proposé. Maintenant, je vais donner quelques
quelques indications supplémentaires. J'ai travaillé sur un programme de l'ONU qui s'appelle The SWIGER, CWGER. J'en ai déjà parlé rapidement peut-être. The Cluster Working Group on Early Recovery. C'est un programme piloté par l'ONU pour aider des populations en situation de désastre. L'application des théories de ce modèle qui s'appelle SWIGER, CWGER, hein, Cluster Working Group on Early Recovery. J'ai travaillé sur deux programmes différents. Un programme appliqué à Riha, Jericho, dirigé par Oxfam, qui est un organisme, qui est une organisation internationale, une ONG internationale assez connue. C'est Amartya Sen, le Nobel en économie Amartya Sen, a travaillé pour Oxfam. Et l'autre, sur Bethléem, piloté par le programme des Nations Unies pour le développement. Les résultats d'Ariha étaient meilleurs que ceux de Bethléem. Donc ça, c'est pour les early recovery. Après les incendies qui ont frappé ravagé l'Algérie, en Kabylie, j'ai proposé un plan de relance. Pas plan de relance, un plan de relèvement précoce. Early recovery, c'est en français un relèvement précoce. Lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, la 80e Assemblée générale de l'ONU, qu'est-ce qui s'est produit? Un incident. Le président des États-Unis d'Amérique s'est plaint de l'escalier mécanique et du prompteur. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a ordonné une commission d'enquête à cause d'un escalator et prompteur. Est-ce que Antonio Guterres était présent quand les Africains ont parlé réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et tout ce qui ressemble à ça? Non. Vous avez parlé du réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. 2 Africains ont été des secrétaires généraux de l'ONU. D'autres Africains ont travaillé pour l'ONU dans diverses missions. Quels sont ces 2 secrétaires généraux? Boutros Ghali, égyptien. A-t-il fait quelque chose pour l'Afrique? Anecdote. Anecdote, c'est pas une blague, hein, c'est un événement vrai, hein, c'est un fait vrai. Boutros Ghali a demandé à Bill Clinton l'organisation d'une force militaire sous l'égide de l'ONU. Réponse du berger à la bergère. Réponse de Bill Clinton à Boutros Ghali. Nous avons besoin d'un secrétaire et non pas d'un général. Okay? Deuxième Africain à avoir dirigé l'Organisation des Nations Unies. Le Ghanéen, Kofi Annan. Ok? J'ai eu le plaisir, non, aucun plaisir. Mon devoir de défendre mon pays, l'Algérie, m'a obligé à lui écrire une lettre. Je lui ai écrit une lettre sans baratin, etc. portant sur l'initiative internationale BRINA. Initiative internationale BRINA. Il m'a répondu. J'ai relancé. Rien. La Chine, pardon, l'Assemblée générale la 80e Assemblée générale. La Chine a été représentée par son Premier ministre, c'est-à-dire le président de la Chine, en s'en fout. Le président de la Chine, c'est pas sérieux, là, l'ONU. La Russie, par son ministre, Lavrov, pas Poutine. Pourquoi? Parce que l'Organisation des Nations Unies n'assure pas, ne garantit pas l'immunité diplomatique.
Le président de la Russie est sous mandat d'arrêt international. Le Royaume-Uni, un vice-ministre, pas un premier ministre, pas un ministre, un vice-ministre. La France, c'est Emmanuel Macron. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, vous avez pédalé quand vous vous êtes présenté à votre pupitre. Où était votre discours? Était-il dans la poche d'Emmanuel Macron? Maintenant, je vais passer à des éléments un peu plus sophistiqués, non? Simple. Est-ce que l'ONU est la plus grande organisation internationale au monde? Réponse en 1000 comme en 10 000. Certains diront oui. Non. L'ONU compte 193 membres. L'Organisation mondiale du commerce, dirigée par une Africaine, compte 166 États membres. Le Comité international olympique, il y a 206 comités nationaux olympiques. Donc, les comités nationaux olympiques qui sont membres du Comité international olympique, le nombre s'élève à 206. Donc, il y a des États qui ont des États entre guillemets. Hein. C'est des comités olympiques, ce n'est pas les États. Le Comité international olympique est une organisation de comités et non pas d'États. Donc, il y a des États qui sont représentés au niveau du CIO et qui ne sont pas représentés au niveau de l'ONU. OK? Quelle est la plus grande organisation internationale? C'est la FIFA. 211 fédérations internationales. La FIFA. Le football, le soccer, par l'histoire, il est dit qu'il était créé en Angleterre. Est-ce que l'Angleterre est membre de la FIFA? Non. Très bien. La Palestine a été reconnue par une multitude d'États. Est-ce qu'elle est membre de l'Organisation des Nations Unies? Non. Observateur. Comme le Vatican. Et ce, malgré les accords de Camp David en 1978, les accords d'Oslo, les accords d'Abraham et la dernière reconnaissance par une série d'États, les dernières reconnaissances par une série d'États, pour que ça passe en Assemblée générale des Nations Unies pour attester que la Palestine est membre de plein droit. Non. Quelles sont les autres attributions de l'ONU? Les missions de paix. OK? Il y a la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Ce 31 octobre, c'est-à-dire dans 3-4 jours, là, nous verrons si elle est reconduite ou pas. Ou bien, ils vont prendre le texte envoyé par la présidence des États-Unis d'Amérique à l'ONU et le transformer en résolution. Parce qu'une telle résolution devient une résolution de forme, alors qu'il y a une résolution de forme, de fond. La résolution de forme ne demande pas le vote de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, elle demande uniquement une majorité. Les résolutions de fond demandent l'unanimité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et le reste. Qu'est-ce qu'il y a dans donc, les missions des Nations Unies? Il y a la MINURSO. Actuellement, il y a la MINUC au Kosovo. Okay. Il y a la FINUL, la force d'interposition des Nations Unies au Liban. Est-ce qu'il y aura une force d'interposition au Sahara occidental? Je ne sais pas. Hein?
L'autre institution assez lourde au niveau de l'ONU, c'est l'aide publique au développement, même si elle est gérée par l'OCDE. En 1970, c'est 0,7% du PNB des pays avancés qui est alloué à l'aide publique au développement. Ce taux n'a jamais été atteint. La moyenne, c'est 0,3. Ça c'est en 1970. En 1974, la résolution 3254, l'ONU a demandé la réduction de 10% des budgets militaires des pays avancés. En d'autres termes, des pays de l'OTAN, plus la Russie, plus la Chine. 10% des budgets militaires de ces pays pour transférer une partie à l'aide publique au développement. Elle n'a jamais été exécutée. Ça veut dire pour que certaines résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU c'est du vent. Okay? En 2025, une résolution sur l'aide publique au développement a été adoptée en 2024. Elle est sur 54 pages. Cherchez-la, vous allez la trouver. En termes de justice, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ordonné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le tribunal pénal international sur le Rwanda, qui s'est déroulé à Arusha, en Tanzanie. Et il y a la condamnation de qui? Par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une grosse histoire. Laurent Gbagbo a été condamné par la Cour pénale internationale, suivez mon doigt vers la France. Il a purgé une peine de 2011 à 2019. Et ensuite, il a été innocenté. Mais pendant qu'il se faisait traîner dans la boue, Laurent Gbagbo, actuellement innocenté, il est innocent, a été remplacé par qui? Par Alassane Ouattara, qui vient d'avoir un autre mandat pour servir son Altesse royale, le roi, l'empereur, le tsar, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'ONU? L'Organisation mondiale de la santé, en étant un peu sévère, c'est l'Organisation mondiale de la santé de Bill Gates. Des maladies qui ont disparu ont réapparu en Afrique. L'autre élément clé, la division population des Nations Unies. La division population des Nations Unies. Ça s'appelle division. Hein. Intouchable. Propriété privée et exclusive des Américains. La démographie mondiale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la CNUSED, il y a le PNUD. La CNUSED, c'est le commerce et le développement. Il y a le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a une pléthore d'organisations. Il suffit que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui fait ce qu'il dit, hein, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, est l'unique président à avoir été élu par le vote populaire et le vote des grands électeurs. Il est ce que vous voulez, hein. Il faut maintenant, pour tirer à boulet rouge sur Donald Trump, commence à pédaler, hein. Il faudra penser à Lyndon B. Johnson. OK? Et Harry Truman. Comment est-ce qu'ils ont géré leur mandat
et les États-Unis d'Amérique quand ils étaient présidents. Et il faut remonter à Monroe, James Monroe. Donc il suffit que le président des États-Unis d'Amérique ordonne la suppression de certaines divisions, de certains programmes aux Nations Unies pour que Antonio Guterres s'exécute illico presto. Hein? Il va s'exécuter illico presto. C'est le budget. Aux États-Unis d'Amérique, quand Elon Musk a été un proche de Trump, il a supprimé le ministère de l'Éducation fédérale. Hein? Il a licencié à tour de bras des fonctionnaires fédéraux parce qu'ils ne travaillaient pas. Ah! J'hésite comment le dire. Je vais le dire d'une manière naturelle, sèche. Pour faire rire un observateur, pour faire rire, hein, le faire rire, hein, rire, un observateur quelconque, ou du moins qui a une idée du fonctionnement de l'ONU, etc. Il suffit qu'un Premier ministre, un chef d'État ou un général, à l'Assemblée générale des Nations Unies, dise « l'ONU, notre organisation commune ». L'ONU, notre organisation commune. Ça c'est une blague. Deuxième blague. Si vous entendez un chef d'État, un ministre, n'importe qui là, hein, un général, dire au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'humanité entière a un avenir commun, là ce serait un petit sourire. Mais si par malheur il dit nous avons un destin commun, là il passera pour le plus con des cons. L'ONU ne garantit pas un destin commun. Oui, elle nous garantit un avenir commun. Ce sera le même futur pour tout le monde. Hein. Le futur, il y aura des guerres un peu partout, il y aura des famines, il y aura des maladies, etc. Et il y aura des peuples qui seront heureux. Ils ne vont pas réduire le bonheur des Norvégiens, des Finlandais, des Suédois pour le plaisir des Africains ou des Asiatiques. On dit au groupe, collectivement, c'est notre avenir. Ah mais le destin d'un Suédois, d'un Américain n'est pas branché au destin d'un Algérien, d'un Marocain, d'un Tchadien, d'un Sénégalais ou d'un Béninois. Maintenant, en termes de droit, l'article 53 de la Charte des Nations Unies dit « Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. » C'est-à-dire, il n'y a pas que les textes qui viennent de l'ONU qui sont exécutoires. Ok? Ça, c'est l'article 53.1. Le point 2 de l'article 53, il est dit « Le terme État ennemi employé au paragraphe 1 du présent article s'applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l'ennemi d'un quelconque des signataires de la présente charte. » Ça, c'est l'article 1. Le point 2 de l'article 53, le terme État ennemi. Qui désigne-t-il? L'État ennemi désigne l'Allemagne et l'Italie. Le Japon a évité de peu ce qualificatif d'État ennemi parce qu'il n'était pas dans l'axe. Le Japon a attaqué les États-Unis d'Amérique à Pearl Harbor et les Américains lui ont rendu la monnaie de la pièce par 2 bombes atomiques. Mais par contre, l'Italie et l'Allemagne étaient des États fascistes en guerre. Et
Mussolini et Hitler étaient des alliés. Franco, un peu moins. Mais maintenant, ça c'est l'État. Donc, est-ce que l'Allemagne de l'Ouest, après réunification, l'Allemagne, risque de devenir membre permanent du Conseil de sécurité? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle mérite? Oui, peut-être. Pour certains, non pour d'autres. Mais d'après cet article, jamais. Et pourtant, la dernière Assemblée générale a été présidée par une Allemande. L'article 103. En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout accord international, les premières prévaudront. Donc, ce sont les recommandations de la charte des Nations Unies. Les résolutions du Conseil de sécurité qui vont s'appliquer, qui ont primauté sur les accords internationaux. Et pourtant, qu'est-ce que se passe-t-il actuellement aux États-Unis d'Amérique? Après l'innocence de Gbagbo, condamné par la CPI, la Cour pénale internationale, certains ont dit qu'ils vont quitter la CPI, etc. Certains ont dit de la CPI. Que se passe-t-il actuellement aux États-Unis d'Amérique? Il y a deux sujets d'achoppement entre les républicains et les démocrates. Pour les démocrates, c'est le 9 septembre 2001. Pardon, l'inverse. Pour les républicains, c'est le 9 septembre 2001, Trump Tower, World Trade Center. Et son explosion, les attentats, ça c'est pour les républicains. Ils travaillent sur le World Trade Center, les attentats de septembre 2001. Les démocrates, c'est l'affaire Epstein. Epstein, hein, affaire de sexe, d'orgie, je ne sais pas quoi là. Hein. Non, il y a un quasi-consensus que le World Trade Center, les deux tours, ont été démolis par une explosion commandée. C'est-à-dire technique de faire exploser un bâtiment sans éclabousser, sans démolir les autres, etc. World Trade Center. C'est une affaire à 5 milliards de dollars ou à 500 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Allez, on bousille tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Conseil de sécurité de l'ONU sur le émettait jusqu'à 3 résolutions par nuit contre l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. L'Irak actuellement est divisé en 3 parties. La partie sud, le centre et la partie nord. 38e parallèle, ces histoires-là. Hein. Le sud, c'est Basra. Il y a la bande là où il y a Bagdad et il y a le nord pour les Kurdes. Le nord et le sud sont des zones exclues pour le pouvoir irakien. Donc, à cause des résolutions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a permis une coalition internationale pour démolir l'Irak, et organiser le procès de Saddam Hussein et l'exécuter, suivez mon doigt vers la Libye, etc. Voilà maintenant. Voici le Conseil de sécurité de l'ONU, comment il fonctionne. Attendons voir le 31 octobre ou bien le 1er novembre. Bon. Ces Africains qui dirigent l'Afrique, hein, qui affament les Africains, qui détruisent l'Afrique, je vous invite à rejeter un coup d'œil sur toutes mes interventions pour parler des autres protocoles, etc., sur les ressources naturelles, etc. Pour parler, pour éviter le baratin, le baratin, partir à New York, nous sommes des humains, partir à New York et revenir à Bamako, à Niamey, à N'Djamena, je sais pas, Bangui, etc., à dire à ses proches, dire à sa femme,
J'étais à New York c'est beau, etc. etc. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, etc. Bon, voilà. J'ai visité ceci et cela. J'étais à New York. C'était au siège des Nations Unies. On m'a chassé. Gentiment, on m'a demandé, monsieur, le PNUD, c'est en face. L'immeuble du programme des Nations Unies pour le développement, c'est en face, légèrement décalé. Merci, merci, thank you, thank you. Donc, je suis parti au PNUD. J'ai fait ce que j'avais à faire au PNUD. J'ai déposé un dossier d'étude de l'indice de développement humain de l'Algérie pour dire qu'il était complètement faux. Bon. J'ai déposé ça. J'ai marché à pied. Ça, la maison de Donald Trump est juste à côté du PNUD. C'est-à-dire, c'est à pied, c'est maximum 15 minutes à pied du siège des Nations Unies à la Trump Tower, la maison de Donald Trump. C'est une tour, pas vraiment grosse. Trump Tower. J'ai été plus loin, c'est un peu plus loin, une vingtaine de minutes probablement à pied, une vingtaine de minutes à pied. J'ai visité l'appartement qui a été loué par Hussein Ahmed pour les besoins de la révolution algérienne à New York. L'appartement loué par Hussein Ahmed pour les besoins de la révolution algérienne à New York. On va dire maximum à 30 minutes de marche à pied du siège des Nations Unies à cet appartement. Je suis rentré, j'ai laissé un mot au propriétaire. Bon, ben, le propriétaire, il s'en fout, là. Si les différents décideurs algériens, là, depuis 1962, ont acheté l'appartement qui a servi de bureau pour le FLN, s'ils avaient acheté l'immeuble, c'est un petit immeuble de logement d'habitation. Actuellement, c'est des cabinets médicaux. Ce que j'ai vu 2 ou 3 cabinets médicaux là-bas. S'ils l'avaient acheté en 62, vraiment, tous les cocos algériens qui vont à New York dans le cadre de missions de l'État, etc., habiteront dans ces appartements au lieu de payer 1000 $ par nuit, du moins 1000 $ la nuitée. Ok? En 62, l'état de l'immeuble, je vais dire comme ça, hein, j'exagère, il va coûter 1 million $. Ça, c'est en 62, hein? 1 million $, parce qu'il n'est pas vraiment fameux. Hein? En 2027, 100 millions $, 1 milliard $ à l'intérieur de New York, à 25-30 minutes à pied du siège des Nations Unies. Ok. Les Africains, vous voulez réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi vous ne réformez pas d'abord l'Assemblée générale de l'Union africaine? Il est actuellement le président de la Commission de l'Union africaine. Et pourtant, Madagascar est à peu à 100. Les pays, les colonies françaises sont à peu à 100. Que fait? Et pourtant, le président de la Commission africaine, son adjoint est une Algérienne. Mais mieux que ça, ou pire que ça, qui connaît le président de l'Assemblée générale de l'Union africaine? Quel est ce chef d'État qui dirige l'Assemblée générale de l'Union africaine? Personnellement, je ne le connais pas. Personnellement, je l'ai cherché. Rien. Vous voulez réformer le Conseil de sécurité de l'ONU sur quels critères? La démocratie. Il n'y a aucun pays démocratique en Afrique. Respect des droits de l'homme, aucun pays en Afrique, aucun État plutôt, en Afrique ne respecte les droits de l'homme. Le dernier cas de figure, c'est le président de la Tunisie qui a réprimé les Tunisiens qui ont demandé l'arrêt d'une usine qui les tue. Au lieu de fermer l'usine qui tue les Tunisiens, ils tuent les Tunisiens parce qu'ils ont demandé la fermeture de l'usine qui les tue. Quel est cet État, État africain qui respecte les droits de l'homme? Ok?
Quel est cet État africain qui a des institutions légalistes? Ok? Puisque la corruption est un sujet phare de l'ONU et de ses organisations satellites. Quel est cet État africain non corrompu? Okay? Quel est cet État africain non mêlé à des histoires de trafic de drogue? S'il y a un, s'il y en a 10, tant mieux. S'il y a un ou 10, les 10 doivent aller au Conseil de sécurité de l'ONU pour devenir des membres permanents. On va voir maintenant la question de la permanence. D'accord? Si actuellement il y a 194 membres à l'ONU, 194 États membres à l'ONU, 5 États permanents qui disposent du droit de veto, il y a 10 États non permanents. Actuellement, quels sont les 10 États non permanents? Je le retrouve ici. Les membres actuels du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie, le Danemark, la Grèce, la Guyane, le Pakistan, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Voici les 10 pays membres du Conseil de sécurité, les 10 pays non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Croyez-vous que ces pays vont dire non à Donald Trump, vont dire non à Emmanuel Macron, vont dire non à Starmer, le chancelier anglais? Ok. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. USA, Angleterre, Royaume-Uni, Russie, Chine et France. Par ça, le Conseil de sécurité de l'ONU est né à Washington, Dumbarton Oak. 3 l'ont créé. Staline, Churchill et Roosevelt. Là, t'as 3. Est-ce que Staline était un démocrate? Non. Est-ce que Staline était un dictateur? Donc la création de l'ONU est la création de leaders, de chefs qui tapent sur la table. Okay? La Chine, c'est la Chine qui était à Taïwan en rébellion, qui a été envoyée vers la Chine continentale. C'est elle qui était la Chine qui a fait la guerre au Japon, hein, qui est devenue membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ok? La France maintenant, membre permanent. La France n'a jamais été une puissance, jusqu'à maintenant même. En 1945, la France était le cadavre de l'Europe. Le cadavre de l'Europe. L'État français, De Gaulle à l'époque, n'a pas participé à Yalta, Potsdam et Dumbarton Oak. En 1945, il a été repêché par les Américains parce qu'ils avaient peur que la France ne bascule dans le communisme. Parce qu'en 1945, les socialistes et les communistes qui sont en train de trahir les Français actuellement étaient très puissants en France. Ils avaient peur qu'ils balancent vers Staline. Voilà. On te repêche. En repêchant la France de l'époque de De Gaulle,
qui avait refusé de rencontrer Eisenhower au large d'Alger, hein, à cause de ça. Ils ont repêché la France. Donc, au Conseil de sécurité de l'ONU maintenant, il y a 3 pays occidentaux, les États-Unis, la France et l'Angleterre, et 2 pays de l'Est, la Chine et la Russie. Donc, le vote balancera toujours en faveur des Occidentaux. Tenant de manière plus efficace. Réformer le Conseil de sécurité de l'ONU pour porter, hypothèse, le nombre d'États permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, le porter de 5 à 10. Est-ce que 5 sièges supplémentaires suffisent pour représenter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique? Est-ce que 5 sièges supplémentaires, on va dire 10 sièges, le nombre d'États permanents du Conseil de sécurité, on va dire 10 sièges. On ajoute un État à l'Asie, un État à l'Amérique, le Canada par exemple, ce que les États-Unis d'Amérique veulent, du moins Donald Trump veut annexer le Canada. Maintenant, est-ce qu'il acceptera que le Canada soit un membre permanent du Conseil de sécurité? Il faut lui demander à Donald Trump. Donc, un pays américain, un pays de l'Asie, le Japon deviendra dingue parce qu'ils ne s'entendent pas avec la Chine jusqu'à maintenant. La Corée du Sud, ou bien forcer la réunification des 2 Corées pour faire de la Corée réunifiée. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, qui sont perdus là-bas, là, et l'Australie deviendront membres du Conseil de sécurité de l'ONU? En Afrique, je rappelle, Kadhafi a corrompu, Kadhafi a payé, il a payé. Qui? J'ignore les noms. Pour faire taire le Nigeria. Il y avait une entente entre l'Afrique du Sud, c'était sûr, parce qu'à l'époque, il y avait Mandela, pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Et il y avait la guerre entre l'Algérie et l'Égypte. Le Nigeria, bon, Kadhafi a payé, mais qui a payé pour se taire, j'ignore. Est-ce que mon pays, l'Algérie, dans l'état de déliquescence, dans lequel, malgré l'état de déliquescence dans lequel il se trouve, est-ce qu'il mérite d'être en Afrique au Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? En tant qu'État, oui. En tant qu'État, oui. La Chine était misérable en 1945 et elle était membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec le droit de veto. Oui. On passe. Pour l'Europe maintenant, faudra-t-il exclure la France pour la remplacer par l'Allemagne et l'Italie? Dans la réforme, du moins, dans l'organisation d'un gouvernement mondial, il y a le philosophe allemand Hegel qui a esquissé tout ça, qui a travaillé en profondeur. Mais maintenant, ça c'est un élément sur lequel je reviendrai après. C'est Algérie-Mali, c'est certain que je reviendrai, parce qu'avec les généraux idiots, ils peuvent nous faire une catastrophe au niveau du Sud. Eh bien, cette affaire de Donald Trump, des États-Unis d'Amérique pour le Sahara occidental, etc., Algérie, Maroc, etc.
aux généraux algériens, à l'État algérien, aux Marocains, vous allez revenir tous vers au moins une partie des solutions que j'ai proposées. Au moins une partie. Parce que j'en ai proposé 3 ou 4. En partie. Dès à présent, l'État algérien doit foutre en l'air tous ses représentants à l'ONU, doit foutre en l'air le ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas avec ces bombes qui ont animé la catastrophe. La catastrophe, c'est les généraux et c'est lui qui se prend pour le président, qui vont renégocier avec les États-Unis d'Amérique. Dès à présent, la question, je suis très très satisfait par l'ordre de Donald Trump. Hein. Ça va bouger là. Dès à présent, la question du rapatriement des Sahraouis doit être mise sur la table. Parlons sur ça. Il y a ce qu'on appelle dans les manuels, dans les procédures du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a ce qu'on appelle the peacekeeping. The peacekeeping, peacebuilding. Préparer la paix avec des négociations, des accords internationaux, construire la paix. Ça, il y a des phénomènes de justice qui doivent être instaurés, etc. Et peacekeeping, le maintien de la paix, c'est-à-dire installer des administrations capables de porter le peace building. Donc, ça c'est il y a de peacemaking, de peacekeeping et de peace building. Ça c'est du long terme. Après ça, dans ces opérations, il y a ce qu'on appelle les DDR. DDR, c'est Demobilization, Demilitarization and Reintegration, Rehabilitation, Reinsertion, etc. Le R, là, vous pouvez mettre autant de R que vous voulez. Maintenant, les militaires sahraouis, là, ils doivent redéposer leurs armes sous les ordres de Trump, hein, si cette opération est maintenue. Et comme par, je ne sais pas, surprise, il y a un ministre des Affaires étrangères du Sahara occidental à Genève. Il sent, je ne sais pas moi, il tombe là comme ça du ciel, là. Donc il y a ces histoires de désarmement des militaires sahraouis dans le cadre des ordres que donnera Trump. L'Algérie doit demander à l'ONU de financer le rapatriement des Sahraouis chez eux, ou en Maroc, ou en Mauritanie, ou en Espagne. Ok? L'Algérie prendra sa part et l'Algérie mettra sur la table. Messieurs, où les réfugiés sahraouis réintégreront leur pays d'origine, et l'Algérie fera l'effort humanitaire de garder les enfants et leurs familles. Ils ont des tentes, j'ignore tout de leurs habitations, j'ignore tout de leurs membres, mais ceux qui veulent rester en Algérie doivent être dispatchés à travers tout le territoire national. Sinon, ils vont nous faire des ghettos. Sinon, dans moins de 2 ans, ils nous feront des émeutes. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes africains, pour terminer, je dois présenter ça. Voici l'Afrique, j'utilise Google Maps. Hein. Google Maps, c'est mieux à voir. Le dernière catastrophe, elle est là. Madagascar. Emmanuel Macron est parti comme un éclair au Madagascar. Il dit pas d'ingérence étrangère. Lui, oui.
La Réunion est en ébullition. Mayotte avec les Maoris. Tout ça, ce sont des territoires français et nous pas. Les Africains, ils ont une Assemblée générale de l'Union africaine, ils ont un tribunal, ils ont des droits de l'homme, ils ont Mayotte. L'Afrique du Sud, elle chute. Elle va vers une catastrophe. J'ai parlé de l'aide publique au développement qui est devenue quasi nulle. La famine, l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe, c'est un pays en voie de disparition. Le Malawi, la République démocratique. Ah, désolé là. Ça prendra 2 secondes. La République démocratique du Congo. Guerre interminable. C'est ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. C'est en théorie, elle les tribus d'une 3e guerre mondiale. Toutes les puissances du monde se battent au Congo. Hein. La France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, tout le monde est là. Qu'il ne faut pas confondre avec la République du Congo. Voici le Cameroun. Paul Biya, réélu, etc. Il est juste à côté de N'Djamena, du Tchad. Voici le Tchad. Pas moi. Le Tchad. Bon, c'est une passoire. Le Niger. Niamey. Avec l'Algérie. Le Tchad n'est pas loin de l'Algérie, là. Hein. Le Mali. Au général Premier ministre, général président, votre pays sera partagé ici, là. Il sera au niveau de l'Éré, là. Hein. Nafunke, hein. Parce que pour les Américains, vous êtes incapables de gérer un tel pays, une telle surface. Et en faisant ça, ils vont nous créer un Kosovo dans le sud de l'Algérie, là. Le Sénégal qui est en train, il est là, le Sénégal, hein, qui est en train de s'entendre avec la Mauritanie pour bloquer le Mali. Et le Sahara occidental est là. Maintenant, et nous avons Tindouf qui est quelque part ici, là. Hein. Tout ce qui est jaune là, tout ça. C'est un désert. Pour garantir la sécurité et la protection de ce désert, en parlant du désert algérien, c'est en 2015 que j'avais suggéré la construction d'une capitale à ce niveau-là, au niveau du Tanzoloft. Quelque part ici, comme l'a fait l'Égypte. L'Égypte l'a fait. Capitale inhabitée, c'est pas grave. Comme ça, nous serons plus proches de nos frères du Sud. Le cas du Niger, Général Chiani, si vous êtes capable de faire face à ce qui vient de la Libye, là, qui passe par le Tchad, ce qui vient du Nigeria, pour garder, si vous faites confiance, là, vous faites une grosse erreur. On passe. La Libye, l'une démarcation à peu près ici, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. L'Égypte, vous avez un fleuve, le fleuve Nil, qui est un gros problème. Le Soudan, il est là, et ça.
Vous avez le Nouveau-Soudan, le Soudan du Sud. Et vous avez cette corne, la corne de l'Afrique. Et quelque part ici, il y a le Somaliland. Hein. Djibouti, l'Érythrée, donc vers le Yémen et l'Arabie Saoudite, tout est proche. Donc voici, la République centrafricaine, je n'ai que de la pitié pour eux, pour votre pays. Chers compatriotes, travaillez pour l'Algérie, protégez l'Algérie, soyez solidaires avec les Palestiniens, soyez solidaires avec les Africains, parce que sans solidarité, nous serons tous de grands perdants. Merci à vous tous.